Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. C'est au tour d'un tout nouvel invité de nous rejoindre. Alors, il n'a pas mis sa combinaison spatiale, quoique chez Yuri & Neal tout est possible. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabrice Tabuy, qui est le directeur des partenariats et newbies chez cette agence, pas comme les autres. On va parler d'un sujet qui est parfois un peu flou pour tout le monde, ce sont les partenariats e-commerce. Est-ce que c'est un vrai levier ? Est-ce que c'est juste une hype ? Est-ce que c'est un sujet qui est marketé ? On en parlera avec Fabrice. Et puis on parlera d'un autre sujet qui est ultra brûlant, c'est celui de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle change ou pas dans nos pratiques digitales. Salut Fabrice. Salut Juliette. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Il fait un temps magnifique. Je suis proche de mon lieu de naissance, donc je suis ravi. Tu es savoyard. Au Savoyard. Au Savoyard. C'est pareil. Presque. Très bien. T'es arrivé ce matin ? Non, je suis arrivé hier. C'est pas bien, je sais, je suis très RSE d'habitude, mais je suis venu en voiture parce que j'en profite pour rester après et visiter ma famille. Mais tu as bien raison. Mais j'ai fait un blablacar. Waouh. Non, mais tu as bien raison. Fabrice, ce que je te propose avant de lancer l'épisode, c'est que tu te présentes. Mais je ne vais pas faire ça de manière très conventionnelle. Si tu es d'accord, je vais te demander de te présenter de 3 manières. La première, c'est qui est le Fabrice Tabuy de 9h à 18h en semaine ? Qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu travailles ? Moi, je suis aussi hyper intéressée par qui est le Fabrice Tabuy le soir, le week-end, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et je veux bien aussi que tu me dises ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit. Avec plaisir, on va essayer de se livrer un tout petit peu. Je peux t'appeler Mireille Dumas ? Tu peux m'appeler comme tu veux. On m'a appelé Chloé tout à l'heure. Je connais pas Chloé, mais je connais Mireille Dumas. Très bien. Je suis un peu vieux. Alors ? Alors ? Je t'écoute. Ah, il faut que je commence. Ah bah oui, il faut que tu commences. Donc, mon job, on commence par ça ? On commence par ça. Mon job, c'est de développer l'activité commerciale de Yuri & Neal, en approchant à la fois en direct des grands comptes, puisque c'est un peu notre target, et surtout en activant des mécaniques de partenariat. C'est un des sujets aussi que tu voulais qu'on évoque, puisque j'ai en charge le développement des partenariats chez Yuri. Donc, mon job, c'est simple, c'est comme tous les jobs de commerciaux de la Terre qui existent depuis la nuit des temps, certainement comme le faisait d'ailleurs mon grand-père qui était lui-même commerçant dans des boutiques et sur les marchés, j'invente rien. C'est du contact humain, c'est de la chaleur ajoutée, c'est de la synergie d'équipe, c'est des contacts avec un certain nombre d'acteurs dans l'écosystème, des échanges, du partage, des dons. Donc c'est une ouverture en permanence. L'activité commerciale, je ne vais pas faire un cours, il y en a qui sont bien meilleurs que moi là-dessus, c'est très aléatoire, c'est-à-dire que tu te retrouves sur des événements comme aujourd'hui et qui te prennent beaucoup de temps. Normalement, avant un événement comme celui-ci, tu prépares beaucoup, t'en sais quelque chose. Et puis surtout, après, tu dois aussi raccrocher les wagons, relancer,
pour donner une suite aux échanges qui ont pu avoir lieu sur ce genre d'événement. Donc c'est très courbe sinusoïdale avec des pics d'activité, puis d'autres moments plus calmes. Voilà, ça c'est mon quotidien. Moi je suis souvent en équipe au bureau avec à la fois les autres commerciaux, mais aussi avec les opérationnels. Je pourrais faire beaucoup de télétravail, j'en fais pas beaucoup. Je suis très dans le contact humain, moi. L'IA, j'aime bien, mais le contact humain et la chaleur ajoutée, c'est mon leitmotiv. Donc voilà un petit peu ma journée type, j'en ai pas forcément. Moi, je suis à la vieille école, donc j'arrive assez tôt généralement au bureau. Donc c'est pas du 9h-18h, c'est plutôt du 8h 19h plus. J'essaye de décrocher maintenant parce que je fatigue avec mon âge avancé. Donc j'avoue que je travaille un peu moins le soir et le week-end, même si ça m'arrive encore. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre, Juliette ? Est-ce que tu as des passions ? Des passions en dehors du boulot, là. Bien sûr, parce que j'ai compris que tu faisais un métier passion. Ça s'entend dans ta manière de le présenter. Je sais pas, en fait, je suis pas né dedans, hein, je vais t'expliquer après, mais en fait, j'essaye toujours de m'amuser et de prendre du plaisir. Ça, c'est un peu ma philosophie. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? En fait, moi, je suis assez simple comme personnage, je pense. J'aime beaucoup les relations humaines, donc voir des amis, la famille, partager du bon temps, profiter, visiter des nouveaux endroits. Bon, j'adore, j'avoue, je viens des Alpes et j'adore la Corse, donc c'est mon deuxième territoire, même si je suis parisien malheureusement depuis trop longtemps. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime la nature. Alors à Paris c'est compliqué, hein, j'avoue, mais la nature me manque, j'avoue, de plus en plus. Donc je t'envie d'ailleurs, puisque je sais que tu es pas très loin d'ici, et que j'aimerais moi aussi à un moment donné peut-être m'exiler et revenir dans la chlorophylle. Et en dehors de ça, qu'est-ce que j'aime ? C'est une bonne question. T'es pas obligé d'y répondre. Non, alors il y a un truc que j'aime bien de plus en plus, je sais, c'est assez particulier, mais la mécanique, ça m'intéresse. Ouais. Donc j'aimerais bien avoir des vieilles voitures, j'en ai pas encore, mais c'est un truc qui me plaît bien. Et d'ailleurs, c'était une autre de tes questions. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit ? C'est un peu le lien peut-être, tu vois, la boucle est bouclée. Moi, quand j'étais gamin, je dessinais des voitures. Et donc, j'étais pas dans l'espace, j'étais plutôt sur la voiture, le déplacement. Et j'ai pas mal dessiné de voitures quand j'étais gamin. Et donc, peut-être que voilà, j'arrive à boucler l'histoire, puisque maintenant, je fais un peu de mécanique à mes heures perdues. Bah écoute, c'est beau. Un peu de mécanique en dehors des heures de boulot, un petit peu de mécanique aussi dans le boulot, parce que finalement, on est toujours en train de bricoler à droite à gauche pour... C'est de l'artisanat amélioré. On est dans des activités d'artistes. C'est ça. C'est notre vie. Donc, ça veut dire quoi concrètement, directeur des partenariats et Newbiz ? Donc, t'arrives le matin, tu sais pas ce que tu vas faire. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Comment on fait pour nouer des partenariats qui durent dans le temps ? Alors, c'est comme une union, un mariage, c'est pareil. La confiance, ça se gagne. Donc, il y a d'abord un jeu de séduction, il y a des échanges, il y a des premiers use cases à imaginer, à créer pour matérialiser, donner la confiance. Ça fonctionne souvent comme ça. Donc, ça part soit de clients existants sur lesquels on a déjà d'autres acteurs qui sont présents mais qu'on ne connaît pas et on profite de ça pour les rencontrer en fait. Soit à l'inverse, on a des clients ou des prospects qui nous disent voilà, moi j'ai tel sujet, telle problématique. Et nous, on n'est pas une multinationale aujourd'hui, on ne sait pas tout faire. On ne propose pas de solution en tant que Yourène parce qu'on n'est pas éditeur aujourd'hui. Donc on s'appuie sur un tas d'écosystèmes autour de nous, de spécialistes. Et c'est ça qui fait la force, en fait. C'est la connaissance d'un écosystème qui permet d'adresser et de mettre en relation des gens pertinents à des besoins à un instant T. Yourène, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, tu peux présenter un peu l'agence ? Je vais essayer.
Yuri Neal, en fait, moi, j'ai jamais rêvé de travailler en agence. J'arrête pas de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai fait pas mal de startups avant. J'ai fait aussi beaucoup de business développement et de marketing chez l'annonceur, en fait, par le passé. Et l'agence m'intéressait pas forcément, mais en fait, j'ai retrouvé des codes chez Yuri qui sont des codes assez disruptifs du monde des startups, avec une boîte qui est toujours en effervescence, en test, en train d'inventer des choses par rapport à des besoins clients, par rapport à des collaborateurs motivés. Donc on est sur une agence de marketing digital, comme on dit, donc on est très orienté sur l'acquisition pour accompagner des clients dans l'amélioration de leur développement et de leur croissance. Donc on va parler de SEO, de paid, de content, de social, donc tous les métiers en fait que le commun des mortels ne connaît pas forcément. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand j'explique à mes tantes que j'irai voir demain, qui ont 80 ans, à chaque fois, j'ai du mal à leur dire ce que je fais réellement. Donc, tous ces sujets-là, en fait, chez Yuri, on les adresse. C'est une boîte d'experts créée par deux cofondateurs qui sont, surtout l'un, le créateur, en l'occurrence Christophe, un vrai passionné du monde spatial, d'où le nom de l'agence. Et l'ADN de la boîte est assez bien représenté dans tous les collaborateurs, même si on n'a pas d'homogénéité. C'est-à-dire qu'il y a un côté très multiculturel, multigénération, je trouve, chez Yuri, qui fait que c'est assez riche, mais avec un ADN de gens passionnés, d'experts et des gens qui ont envie de participer à une aventure humaine. Donc c'est ça qui m'a séduit en fait chez Yuri. C'est ça qui t'a séduit. Est-ce que l'image de marque que vous avez, la communication, et enfin toutes les personnes qui nous regardent là iront voir, vous avez une image de marque et une communication qui est très décalée. Toi, j'imagine que ça t'a séduit de par tes expériences passées et ce que tu recherchais. Est-ce que tu crois pas que ça peut faire peur à certains prospects, ou est-ce que justement c'est voulu? Prospects, clients, ou clients, je pense qu'une fois qu'ils sont clients, ils vous connaissent, mais prospects en tout cas. Alors, la com décalée, elle existe toujours, mais ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'aventure à peu près, et depuis 2 ans et demi, elle a quand même été un petit peu édulcorée, et elle est moins extrême dans l'originalité, j'allais dire, et dans la créativité, même si on garde cet ADN-là, justement parce qu'on avait des problèmes, et moi, le premier, quand je suis arrivé, pour en avoir discuté avec les deux cofondateurs, ça partait très très loin parfois. Par exemple, je sais que il y a une interview qui est toujours d'ailleurs quelque part sur le site web accessible, où Christophe, le fondateur, avait donné une interview déguisée en plus sur, je sais plus, je crois que c'est BFM, en disant qu'il allait payer tous ses salariés et tous ses fournisseurs en Bitcoin. Mais c'était il y a 3 ans ou 4 ans. Et en plus, il est arrivé avec des grosses lunettes, un look complètement farfelu. Et ça, c'était la com de Yuri. On garde toujours cet aspect agence, même limite créa, agence de com, limite. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même mieux compris. C'est pour ça que on arrive, je pense, aussi facilement plus facilement à être reconnu auprès de grands comptes que nous avons le plaisir d'accompagner, puisque on a la chance à la fois d'accompagner des petits e-commerçants, des petits projets, et d'avoir des grands comptes qui nous ont fait confiance. Ok, donc plutôt une force aujourd'hui d'avoir cette communication différenciante, parce qu'on vous remarque, en fait, sans faire trop peur, ce qui pouvait être le cas. Je me souviens, moi, quand j'ai découvert Yuri il y a peut-être 4-5 ans, qu'effectivement, il y a 4-5 ans, Yuri Neal, c'était une agence qui, alors, pas qui faisait peur, mais dont on ne comprenait pas forcément tout de suite la direction. Là où aujourd'hui, ça reste décalé, mais effectivement, on en comprend la direction, la créa, le content, le paid, etc. Absolument. De toute façon, tu es obligé, tu n'as pas le choix pour aller gagner la confiance de Société Générale, de grandes institutions comme BNPP maintenant, comme Accor, Europcar, enfin tous ces grands comptes. Forcément, il y a un moment donné, tu es obligé d'être un minimum sérieux, et donc on reste sérieux et expert, mais avec une petite touche toujours créative.
Toi, dans le e-commerce, c'est quoi la position du Riennil par rapport au e-commerce? C'est quoi les sujets que tu vois revenir le plus souvent? Parce que tu me parles de paye, de social, etc. Mais est-ce que dans le e-commerce, il y a des sujets que tu vois revenir plus que d'autres en ce moment? Alors, nous, on a toujours un cœur du réacteur qui est le SEO, référencement naturel, qui fonctionne toujours très bien et sur lequel on vient nous chercher. Donc, la plupart des grands comptes ou des prospects qui se transforment en clients chez nous nous connaissent surtout sur la partie SEO. Et le SEO nous permet aussi d'interagir avec de nombreux partenaires, puisque nous, on ne fait pas de développement, on n'est pas éditeur encore une fois, donc on a la chance d'avoir des partenaires qui viennent nous chercher pour les accompagner et accompagner leurs clients lors de refonte ou de création de site pour faire les bons choix d'un point de vue peut-être parfois même design, parce qu'on fait aussi un peu de design, sur la partie studio, image, en tout cas branding digital. Et en même temps, donc, le SEO reste un cœur de réacteur important. Donc ça, je pense que ça ne va pas changer beaucoup. Et surtout l'arrivée de l'IA vient là aussi chahuter toutes les habitudes des consommateurs. On le voit et vous avez forcément plein de statistiques que vous suivez ici dans le cœur du réacteur e-commerce et les auditeurs aussi auront accès à toutes ces infos. Mais on a les Google et compagnie qui sont chahutés puisque les nouvelles générations vont utiliser d'autres moyens pour trouver de l'information. Et en fait, ça demande forcément à adapter en permanence et à questionner les sujets de référencement naturel. Et puis naturellement, ce que je disais tout à l'heure, tous les autres leviers de Yuri, et ça c'est une originalité aussi, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'il y a eu un levier qui a été développé, il y a aussi un associé qui a pris en charge ce levier. Et c'est aussi une gouvernance d'entreprise qui est particulière, qu'on ne retrouve pas dans les agences à ma connaissance. On le retrouve dans les cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil. Mais d'avoir un pilotage comme ça de la boîte à plusieurs cerveaux, ça crée aussi beaucoup plus de richesse, je trouve. Donc c'est ça qui m'a aussi plu dans l'aventure Yuri. Et pour répondre à ta question, les sujets qu'on retrouve maintenant, c'est 2025. On sent qu'il y a à nouveau, accéléré par l'IA, mais pas que, une nouvelle ère qui démarre où il y a plein d'investissements qui vont être remis par un certain nombre de grands acteurs, puisqu'il y a des refontes de projets informatiques, de CMS, etc. Il y a des grosses évolutions sur un certain nombre d'outils. Et donc là, on est à encore une période clé où il va se passer plein de choses. Il n'y a pas de boule de cristal. Même quand tu demandes à l'IA de nous donner la réponse sur les numéros du loto, je ne pense pas que quelqu'un ait une bonne réponse, sinon ça se saurait. Donc le côté futur, on a tous du mal à savoir, à connaître réellement tous les changements. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que forcément, il y a des usages nouveaux, que c'est permanent, qu'il faut s'adapter, qu'il faut être hyper agile. Et on le voit aussi chez nos clients et sur les différents marchés sur lesquels on intervient. Les plans quinquennaux, comme ça existait quand j'ai commencé à travailler, ou triennaux, ou même un objectif annuel aujourd'hui. Il y a beaucoup de grandes boîtes qui nous disent « mais moi je travaille au trimestre ». Donc je travaille sur des périodes très courtes en étant hyper agile, hyper réactif. Et je vois la table de mixage, en fait c'est ça, c'est l'image de la table de mixage est vraiment la bonne formule pour moi. C'est l'e-commerçant aujourd'hui, il doit en permanence adapter sa table de mixage avec le côté technique, le côté service qu'il peut avoir au travers des prestataires comme des agences, mais aussi épauler ses ressources internes, recruter quand c'est un peu plus compliqué, limiter ses ressources internes ou limiter les prestats. Enfin, on est vraiment sur une table de mixage qui est très complexe aujourd'hui et de plus en plus avec des potards et avec des boutons, et parfois on ne sait même pas à quoi ils ressemblent parce que tout le monde parle d'IA, mais l'IA, qu'est-ce que c'est réellement pour le e-commerçant? C'est une bonne question, ça. Justement, l'IA, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup, vous, chez Yuri. Comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien pour vos clients? Chez Yuri, on n'est pas éditeur, mais on a quand même une équipe R&D d'une dizaine de personnes qui travaillent sur les sujets, justement, principalement d'IA, pour, d'une part, les utiliser pour nous, pour que nos équipes soient plus performantes et plus efficaces, et
pour aussi déployer des solutions chez nos clients en fonction de leurs besoins. Donc on n'est pas éditeur, on ne remplacera pas Gemini, OpenAI, etc. C'est pas notre volonté, mais justement on travaille en permanence pour être au top de la maîtrise de ces différentes plateformes, différents services, différents outils, et les maîtriser et les déployer chez nos clients. Donc ça fait 2 ans et demi presque, je crois qu'on a déjà déployé de l'IA dans les toutes premières versions sur des Content Factory augmentés avec de l'IA, mais toujours avec de l'humain. En fait, la philosophie, c'est plutôt d'utiliser la technologie, de l'apprivoiser, de la maîtriser un minimum pour la mettre à disposition de nos collaborateurs et de nos clients. Donc c'est comme ça que nous, on utilise l'IA. Et on a aussi déployé une petite interface qui nous permet de donner à une marque qui a des besoins de comprendre justement le trafic qui passe par les LLM, donc les différentes plateformes d'IA aujourd'hui, OpenAI, Gemini, enfin ChatGPT, Gemini, etc., pour donner et permettre à la marque où elle enseigne de comprendre à quoi correspond ce trafic et quelles sont les requêtes qui sont formulées sur ces plateformes et comment il peut s'améliorer. C'est la tempête. C'est la tempête. C'est la tempête, pas que de cerveau là, c'est le vent. Donc en fait, nous, on a inventé un truc qui s'appelle Hubble, qu'on a déployé sur un certain nombre de clients, qui nous permet aussi de les conseiller justement, pas qu'en référencement naturel classique, mais là très orienté sur comment est-ce que demain sur OpenAI ou les différentes plateformes, tout s'envole. Les différents leviers pour justement que la marque soit première dans les requêtes et que quand demain vous tapez quelle gourde recyclable je vais pouvoir acheter, et bien que l'e-commerçant qui veut se positionner en première position, il ait la maîtrise de ses requêtes et qu'il ait produit du contenu pour remonter justement et qu'il soit visible pas que sur Google en l'occurrence, mais sur les différentes plateformes LLM. Ma question d'après, c'était est-ce que IA et conversion font bon ménage ? Finalement, oui. Évidemment, aujourd'hui... C'est un vrai sujet, notamment sur le SEO. On est à beaucoup de on dit que sur le fait que les contenus créés par l'IA ne sont pas indexés par Google. C'est quoi le vrai du faux dans cette information ? Déjà, c'est très compliqué d'avoir les ressources et la compréhension de comment fonctionne Google au niveau de ses algorithmes. Et je ne sais pas si quelqu'un a la recette magique, mais il doit être bien discret et bien caché. En tout cas, personne ne sait réellement comment fonctionne Google. On a des hypothèses et quelques éléments qui nous permettent de donner des conseils avertis à nos clients. Après, le truc, c'est que par rapport à ta question, au niveau de la production de contenu, par exemple, et de différents éléments par de l'IA, la technologie évolue. Donc aujourd'hui, l'IA ne remplace pas l'humain. C'est une légende. Il y a toujours de l'humain derrière l'IA. Et à chaque fois qu'on déploie des solutions, que ce soit sur chaque expertise sur laquelle on mène des actions pour un client, on a toujours de l'humain derrière. C'est-à-dire que même si c'est une image ou un film qui est proposé par de l'IA qui nous permet de gagner du temps, soyons clairs, donc ça c'est un intérêt majeur. La qualité aujourd'hui s'améliore de plus en plus et permet d'être plus efficace. Après, il y a toujours un humain qui intervient, c'est-à-dire que soit en amont pour paramétrer tout cet écosystème pour que ça fonctionne correctement, soit pour vérifier que c'est bien dans l'ADN, dans l'axe de communication, dans la sensibilité de nos clients, puisque oui, nos clients sont sensibles et complexes. Je ne connais peu de clients qui est capable, surtout les grands comptes, d'aligner toutes les énergies internes sur des sujets comme l'IA. Donc c'est des sujets aussi très polémiques en interne chez nos clients. Donc l'IA et le SEO, c'est pas une légende. Je pense que ceux qui n'utilisent pas l'IA pour faire de l'amélioration du référencement naturel, ils se trompent. Par contre, il faut faire attention. Évidemment, il ne faut pas tout automatiser aujourd'hui parce que c'est un risque potentiel. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc, on a toujours de l'humain qui retouche, qui corrige. Même les localisations, les traductions, par exemple, on utilise pas mal d'IA là-dessus pour gagner du temps. Mais il y a toujours
quelqu'un du langage natif qui vérifie les éléments, qui corrige, parce que même si la tech s'améliore. Donc voilà, donc c'est juste un exemple, mais sur chaque élément du SEO, et je ne suis pas un grand spécialiste non plus, donc si tu demandes à nos équipes, elles pourraient te donner plein de use cases et plein de réponses beaucoup plus pertinentes d'un point de vue technique. Mais en tout cas, ceux qui ne sont pas sur les sujets d'IA d'un point de vue référencement naturel, je pense qu'ils vont le payer. S'ils ne le payent pas déjà aujourd'hui, ils vont le payer assez rapidement demain, puisque tu vas avoir tes concurrents qui vont, eux, être plus pertinents, qui vont être plus armés, qui vont être plus efficaces. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore activé, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de l'activer. Ça marche. Je voulais qu'on revienne un peu sur la machine partenariat, puisque c'est ton quotidien. Moi, depuis que je travaille dans les partenariats, donc ça fait à peu près 2 ans et demi, j'entends vraiment tout et son contraire sur ce qu'est un partenariat réussi. Je trouve que chez Yuri, vous avez vraiment cette approche partenariale qui me semble être réussie. Est-ce que tu as quelques clés à donner à des nouvelles personnes qui rentrent dans les partenariats pour réussir? Tu parlais tout à l'heure de chaleur ajoutée, j'ai adoré. Tu vois, est-ce que c'est que de la relation humaine? Est-ce qu'il y a quand même du business derrière? Comment on fait pour réussir sa stratégie de partenariat et comment on fait pour la foirer justement? Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les réponses à tes questions, mais pour moi, ça reste du bon sens. C'est-à-dire que il faut toujours être dans la communication, dans le fait de ne pas hésiter à communiquer, à donner naturellement, d'être dans une relation de confiance. Donc c'est comme un couple, c'est le même sujet. C'est une aventure humaine avant tout. Et après, c'est une aventure technique, évidemment, puisque nous, on ne fait pas de technique, par exemple, et on va chercher des solutions, même très éloignées de notre cœur de réacteurs, qui vont être même du PSP, en l'occurrence. Mais on a plein d'exemples comme ça, où on travaille pour imaginer, créer plus de valeur pour le client, en complétant par nos expertises réciproques la valeur que l'on crée. Donc, je ne sais pas s'il y a une recette magique. Je pense que c'est une philosophie, c'est de la transparence. Et oui, je pense qu'il y a plusieurs types de partenariats. On ne peut pas dire que on gère de la même manière quelqu'un qui veut juste faire de l'apport d'affaires avec un autre partenaire potentiel qui, lui, veut être beaucoup plus intégré dans la relation, voire faire du co-développement, c'est-à-dire que nous, on leur donne parfois des insights pour faire évoluer et participer à la roadmap de développement, par exemple. Donc ça c'est un partenariat profond qui est viable sur la durée. Moi, je pense que en fait, c'est pas grave aussi d'avoir plusieurs partenaires sur un même sujet. Nous, on ne veut pas en avoir 150 sur chaque expertise et chaque famille d'activités qu'on traite et chaque problématique client. On va toujours essayer d'avoir quelques prestataires, 1 ou 2 maximum. Et quand on est déjà engagé avec un prestataire, de la même manière, quand je disais communication et transparence, c'est de lui dire. C'est-à-dire que c'est un pas... ou 2, du coup, par Idéalement, expertise, par verticale, tu veux dire? Absolument. Après, il y a des partenaires profonds, puisque parfois, on a par exemple des agences tech de dev qui viennent nous chercher sur certaines expertises pour compléter leur service, et on peut aller jusqu'à de la marque blanche, ça arrive, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on travaille sur des projets et que Yuri n'apparaisse pas. C'est rare quand même, parce que maintenant, de plus en plus, on préfère, avec nos partenaires, dire moi je ne suis pas expert là-dedans et je passe par Yuri qui est beaucoup plus à même de répondre à vos attentes et de mettre en face une équipe qui répond à vos besoins. Donc, j'allais dire que c'est vraiment une philosophie. Et chez Yuri, on l'a, c'est-à-dire que les managers aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique de confiance, d'échange, de partage. Et c'est la base de toute réussite, en fait, cette transparence. Est-ce que tu arrives à mesurer les retombées des partenariats? Parce que on entend souvent dans d'autres podcasts ou dans d'autres interviews, on entend les partenariats, c'est 70% de notre chiffre d'affaires, les partenariats, c'est X%. Est-ce que tu es sûr déjà de mesurer l'intégralité du business qui arrive des partenariats? Et est-ce que toi, tu le mesures?
C'est très compliqué Ouais. aujourd'hui parce qu'en fait, on est sur du multi-touchpoint avec des projets clients. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients que l'on gagne, mais qui ont été vus sur un événement comme celui-ci en l'occurrence. Et puis pendant un an, il ne se passe plus rien, on a très peu d'échanges. Tu sens que c'est pas le bon moment, que la personne même, tu la saoules. J'ai entendu tout à l'heure des remarques de ce type-là de certains e-commerçants qui se font un peu harceler parfois, ce que je comprends. Et puis d'un coup, tu vas te retrouver à avoir une info d'un partenaire qui va te dire ce client, il est en train de songer à changer son design, changer de CMS, de techno, etc., où il a tel et tel sujet sur lequel il est mécontent. Et donc, c'est compliqué parfois de mesurer réellement ce que ramène le côté partenariat en termes de business. Nous, on estime chez Yuri que c'est entre 15 et 20%. Donc, j'aimerais bien que ce soit 70, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais ce qui est déjà énorme. Et pourquoi c'est 15-20%? C'est parce que certains partenaires nous donnent une sorte d'exclusivité. Donc ça, c'est facile à mesurer. Et puis, dans d'autres cas, c'est parce que on est un peu en chasse en meute. Moi, j'aime bien cette expression, même si c'est un peu... Là, on s'occupe des espaces verts. Donc, c'est un peu de la ASMR aussi, ce qu'on fait là. C'est un podcast extérieur. Voilà. C'est beau. Vive la nature, vive les Alpes. Exactement. Tu vois, tu nous as dit que tu voulais Du green. retomber dans la chlorophylle. Et là, on est en plein dedans. Donc, la chasse en meute, j'ai pas encore trouvé meilleure image, mais quand on partage et qu'on échange sur des projets, c'est super enrichissant parce que tu as certains de nos partenaires qui sont déjà acteurs dans des écosystèmes où quand on part tous en se disant personne ne travaille avec ce client, n'empêche que il y a une mine d'informations et on peut être hyper créatif aussi en valeur ajoutée à proposer aux clients en avant-vente. Donc c'est plutôt de travailler comme ça en équipe. Et d'ailleurs, pour info, nous, on aime bien avoir des petites sessions où on fait de la prospection téléphonique, parce que oui, la prospection téléphonique existe encore aujourd'hui. Et oui, elle fonctionne très bien. Et oui, elle continue à fonctionner. Très bien, je sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne et ça génère du business. Il faut réussir à tomber au bon moment, au bon endroit, ou être très bon, ou les deux, mais oui. Alors, très bon, je ne sais pas, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, on reçoit tous des appels, je reprends cet exemple-là, mais de fenêtriers, de sociétés d'isolation, des combles, de box internet ou autre. Et je pense que, j'ai pas leur stats, mais rares sont les personnes qui ont ces appels ou ces SMS maintenant, ou messages WhatsApp. Enfin, c'est tous les canaux maintenant sur lesquels on retrouve ça, plus les mails. Et on est rarement à décrocher ou à répondre en disant mais justement, mais yes, c'est maintenant, j'avais besoin de toi, comme on t'a deviné. Justement, j'ai besoin de fenêtres, quoi. Donc jamais ça se présente comme ça. Nous, on a une chance par contre, c'est qu'on n'est pas éditeur. C'est pas pareil, tu sais, tu es sur du B2B, où tu vas aller vendre un service à une boîte. On lit souvent là sur LinkedIn, ouais, je me fais agresser en me disant votre stratégie SEO, elle est toute pourrie. Et venez me chercher autrement, parce que commencer un message par me dire salut, je vois que tu as un site qui vend des plantes vertes. Ton SEO, il est vraiment pourri. J'ai tapé plantes vertes dans Google et je t'ai pas trouvé. Bon, je pense que, tu vois, il y a un moment où il faut aussi réfléchir dans sa manière de faire. Mais pour revenir aux appels qu'on reçoit tous, moi, ce que je me dis, c'est s'ils continuent, c'est bien que ça fonctionne. Ouais, alors moi, je pense que, comme tu le dis, on est dans du B2B, donc... Quand on est en chasse en meute, justement, c'est de trouver les axes et une approche qui est beaucoup plus soft. Et en fait, il y a des techniques ancestrales qui existent. Hein, c'est sourire, mais ça se ressent forcément, puisque un appel ou même un échange sur un événement, moi, s'il n'y a pas une petite blague à un moment donné ou au moins une esquisse de sourire, parce que je ne suis pas trop blagueur naturellement, je ne suis pas un comique troupier ou un clown, loin de moi cette prétention en l'occurrence, mais j'avoue que le fait d'utiliser ce côté un peu humour décalé anglais, moi ça m'a toujours permis d'ouvrir les chakras des personnes avec qui j'échange, donc c'est plutôt un bon axe. Mais donc là, je pense que une fois que tu es en confiance, le côté partage, échange et même des petits moments comme ça de prospection commune,
on le fait de plus en plus. À plusieurs sociétés qui ne sont pas forcément dans le même écosystème, parce que parfois on est très très éloigné, mais en fait on se rend compte qu'en faisant ça, ça nous permet de nous compléter, de nous enrichir et puis d'avancer plus vite, quoi. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous appelez ensemble la même personne? Pas forcément, non. Ou vous êtes dans la même salle, mais chacun a fait ses appels et tu t'inspires un peu de la outbound fait par Tout à fait. Ok. Et ça, on le fait de plus en plus. Et on le fait d'ailleurs avec certains partenaires qui sont ici. Ouais. Et ça paye à chaque fois. Là, je sais que dans nos équipes, il y a une personne qui fait ça toutes les semaines, 2 ou 3 fois par semaine. Donc on reçoit, on va chez eux. Donc c'est aussi sympa. Comme ça, il y a une connaissance des équipes qui se met en place et on est vraiment sur un esprit d'équipe qui est là. Et c'est assez performant. Je sais que généralement, c'est entre 4 jusqu'à 8 rendez-vous que notre commercial, par exemple, arrive à attraper comme ça. Donc c'est plutôt des séquences qui sont super pertinentes, je trouve. Ok, donc l'appel téléphonique ou le démarchage téléphonique n'est pas mort. Non. Fabrice, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'ai dernière petite chose avant de te laisser repartir voguer à tes occupations. Est-ce que tu peux me faire une petite dédicace à une personne qui est présente aujourd'hui, un e-commerçant ou un partenaire ou quelqu'un de ton équipe à qui tu as envie de faire une dédicace, qui sera hyper content d'écouter cette petite dédicace rien pour lui? J'ai le droit à une seule Allez, mention. fais-en plusieurs. J'ai dit oui plutôt tout à l'heure. Alors, je ne peux pas ne pas mentionner nos cofondateurs Christophe et Clément, parce que je trouve qu'ils forment un couple, je leur dis tous les jours, hein, je ne plaisante pas, un couple merveilleux, professionnellement parlant en tout cas, et c'est ce qui fait le succès de Yuri. Et c'est ce qui fait que moi, ça m'a plu de rentrer dans cette boîte et d'y rester. Donc ça, c'est mon premier petit message personnel. Le deuxième, moi j'aime bien les projets un peu disruptifs qui viennent chahuter des mondes un peu établis, etc. Et Justine qui va prendre la parole, je crois. Demain matin. Voilà. Et Justine Hutto, la cofondatrice de Respire. Merci. Et Frédéric de Blablacar. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait un Blablacar, comme je l'ai dit, pour venir, et j'en refais un pour repartir aussi. Je trouve, voilà, c'est des personnes inspirantes. Après, en termes d'e-commerçants, ici, je ne les connais pas tous, donc je ne vais pas me fâcher avec tous ceux avec qui je n'ai pas encore parlé. On a quelques clients qui sont là, donc comme Arcos, par exemple, qu'on a la chance d'accompagner, qui propose des services dans des salles d'escalade. Donc, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil. Leur concept est plutôt sympa. Après, dans mes équipes, ce serait difficile de dire qui je récompense en particulier. Je pense que ce qui fait le succès d'Yuri, j'aurais dû commencer par là, mais finalement je conclus là-dessus, c'est les équipes en fait, et c'est l'humain, et c'est tous les collaborateurs de Yuri qui font que nos clients y restent, qui ne churnent pas ou très peu. Donc c'est eux qu'il faut mettre en avant en fait. Donc la dédicace à toute l'équipe de Yuri. Clairement. Clément, Christophe, mais aussi toute l'équipe. Toute la team, absolument. Un grand merci Fabrice. Merci et puis on à se dit à toi, bientôt. Juliette, avec plaisir.